Bien, ben, bonjour à tous. Merci d'être parmi nous ce matin pour parler des prix de l'électricité sur le long terme. Donc, je vous présente tout de suite, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet, je vous présente tout de suite notre plateau. Donc, nous avons 5 personnes pour parler de ce sujet. Donc, Madame Laure Langiel, donc, directrice des ventes grand compte de Casel Énergie. Franck Rubanovic, Bonjour. président du donc, comité de liaison des entreprises consommatrices d'électricité. Martin Fourdinier, donc vice-président de la commission technique de l'UNIDEN, donc l'association des industries électro-intensives, Géry Le Cerf, Bonjour. donc président de la FIEG, une association de fournisseurs alternatifs. Et nous avons en visio aussi, merci monsieur d'être en visio aussi, Ali Hajar, qui est vice-président de la NODE, donc une autre association de fournisseurs, de fournisseurs alternatifs. Je précise que la NODE est plutôt sous le bas de portefeuille et la FIEG plutôt sous le haut de portefeuille. Donc ça fait bien la liaison entre tous les fournisseurs alternatifs. Donc nous allons parler des prix de l'énergie, de l'électricité notamment, face à la nouvelle politique commerciale bien sûr d'EDF et aussi plus largement des questions post-arène. Je pense que nous sommes entre spécialistes, mais malgré tout, on va faire quelques petits détours de pédagogie pour bien cadrer un peu le débat et puis comprendre comment les acteurs se positionnent. Je vais commencer traditionnellement, je commence un petit peu comme ça, mais c'est pour voir comment se situent actuellement les consommateurs. Donc je vais me tourner vers Monsieur Martin Fourdinier, donc, de l'UNIDEN, et pour nous dire un peu quelles sont l'activité industrielle. On sait qu'elle commence à peiner un petit peu. Est-ce que vous pouvez nous dresser un petit portrait de ça? On a eu des chiffres de l'INSEE récemment qui sont quand même assez pénalisants, quoi, en fait. Oui, 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 effectivement, le portrait dressé par l'INSEE n'est pas très beau à voir et les industriels sont globalement à la peine depuis quelque temps et c'est des difficultés liées premièrement au prix de l'énergie donc qui sont devenus structurellement élevés depuis la crise de 2022. Certes, il y a eu une décrue dans les prix depuis 2022, mais il y a quand même des prix élevés qui se sont installés de manière structurelle. Par rapport à nos concurrents internationaux, on est à des prix qui sont beaucoup plus élevés. Ce qui contraint notre compétitivité pour des entreprises, donc là je parle pour les adhérents de l'UNIDEN, qui sont fortement exposés à la concurrence internationale et qui, en tant que tels, n'ont pas la possibilité de répercuter des hausses de prix, enfin des hausses de leur coût de l'électricité et de l'énergie en général sur leurs consommateurs. Donc on est dans une situation qui est très compliquée, à la fois pour produire, puisque à ceci s'ajoutent également les situations de concurrence internationale avec des marchés marqués par des surcapacités. Je parle notamment de l'acier, où là on a des grosses surcapacités, des importations chinoises, notamment, en tout cas asiatiques en général, vers l'Europe qui se font à bas prix et qui nous prennent des parts de marché et qui contraignent vraiment la situation. Ça, c'est le premier point sur la marge globale des usines, qui fait qu'on a un taux d'utilisation de nos sites qui est autour de 60% pour l'acier, mais c'est valable aussi pour d'autres secteurs industriels, là où la Chine est autour de 88-90%, donc des écarts qui sont assez significatifs. Et d'autre part, ça nuit aussi aux investissements de long terme, notamment les investissements pour la décarbonation, où sans visibilité, c'est dur de s'engager pour investir sur 15 ans. Monsieur Robanovic, même question sur vos membres, comment vous voyez les choses? Oui, oui, c'est exactement le même constat. Je voudrais illustrer, moi, ce que Martha vient d'expliquer par quelques chiffres, parce qu'il se trouve qu'on a mené tout récemment, on l'a terminé hier, hein, une enquête annuelle sur les prix payés par nos entreprises. Voilà, donc on a eu 86 grandes entreprises qui ont répondu, donc c'est relativement significatif, qui représente évidemment des centaines de milliers de sites. En électricité, alors les prix que je vais vous donner sont les prix de la fourniture seule, donc ça exclut évidemment l'acheminement, les taxes, ça exclut également les C2E pour ceux qui seraient éligibles. En 2021, on était à 47 euros, c'était on va dire la référence d'avant-crise. En 2022, on est monté à 89 euros, début de la crise. 2023, ça a été évidemment le paroxysme avec 193 euros. 2024, 129 euros. Et là, en 2025, les entreprises payent en moyenne 90 euros. Donc on voit qu'il y a effectivement un reflux. Mais on est très loin du retour à l'avant-crise. C'est exactement ce qu'expliquait Martin. Donc ça nous laisse dans un contexte difficile. En termes de gaz, le tableau est encore plus sombre puisque il y a 16 euros du mégawattheure en 2021, 33 euros, donc le paroxysme, 57 en 2024 et toujours 49 en 2025 en moyenne. Donc ça veut dire qu'on est
encore dans des situations qui sont difficiles. Et puis évidemment, la fin de l'arène à venir ne va pas arranger les choses. Très bien. Je me tourne vers les fournisseurs. Vous avez, de votre côté, comment vous voyez les choses vis-à-vis de vos clients sur la capacité industrielle? Comment vous voyez les choses, Madame Angèle? Alors, pour compléter ce que dit Franck, effectivement, il faut bien décorréler les prix qui sont payés par les clients à l'instant donné, c'est-à-dire qui sont le résultat d'achats qui ont lieu sur une année, 2 années précédentes, puisqu'on voit bien effectivement qu'un prix de 2025 à 90 € du mégawattheure, c'est un prix qui a été acheté il y a peut-être entre 6 et 12 mois. Là où aujourd'hui, effectivement, le message des fournisseurs, c'est que le marché structurellement a baissé, puisque 2026 se traite autour de 60 € du mégawattheure. Peut-être ce matin, je n'ai pas regardé les prix. Mais en fait, la réalité de ce que payent les industriels, c'est pas ça. Et c'est ce que vient de dire Franck. Oui, moi je dirais que dans notre malheur, si je puis dire, par rapport à une régulation qui se dessine et qui est bien moins favorable que la précédente, la transition va être un peu moins douloureuse puisqu'on a des prix calendaires, donc les calendriers et les prix annuels pour les années à venir, qui sont quand même dans des eaux assez raisonnables. Donc, et ça arrange, je pense, les autorités. J'ose pas imaginer la même transition avec des prix cales comme ceux qu'on a pu connaître ces dernières années. Donc voilà, il y a cet effet retardement, effectivement, qu'a mentionné Laure et Franck, qu'on peut voir dans les différents contrats. Mais il y a effectivement un avenir qui, bon an, mal an, permet d'appréhender les choses peut-être avec je dirais pas sérénité, le mot serait trop fort, mais bien moins, bien petit que dans d'autres cas de figure. Et donc, on observe aussi une projection peut-être des consommateurs justement sur ces prix intéressants, peut-être davantage à 2-3 ans, je ne dis pas sur le 4-5 ans, mais il y a cette projection qui se fait, et il y a peut-être l'envie d'aller sécuriser, de profiter de ces offres peut-être davantage qu'auparavant où on était sur une approche commerciale peut-être année par année qui dominait avec l'effet guichet à Rennes. On commence à observer peut-être un changement de pied là-dessus. On en parlera de ces questions de changement d'un peu de stratégie peut-être des consommateurs. Je me tourne vers M. Ajar pour aussi, M. Ajar, un petit commentaire d'introduction pour vous. Comment vous voyez les marchés et qu'est-ce que vous voulez dire là? Oui, tout à fait. Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure. Effectivement, il y a eu, donc on a passé la crise. Nous, côté B2C, il y a encore plus un effet retardement que côté B2B, avec un lissage très fort côté TRVE. On pourra en parler tout à l'heure, mais même aussi dans les offres de marché, ce qu'on appelle pour les fournisseurs alternatifs. Donc, il y a un effet retardement. Aujourd'hui, donc, on va dire le TRVE et les offres de marché sont très proches. Mais effectivement, la réforme du post-ARENH va pour nous se traduire par des prix qui vont rester relativement élevés par rapport à la situation avant crise. Mais côté B2C, pour les consommateurs résidentiels, il y a autre chose aussi qui se rajoute sur la facture que la partie approvisionnement électron pur. On peut parler de C2E et d'autres effets comme les réseaux qui vont continuer pour nous à avoir une petite augmentation dans le futur. Très bien. Je vais faire peut-être un petit explicatif là sur les marchés du gros de l'électricité pour peut-être bien comprendre les choses entre prix spot, horaire, prix négatif, prix positif, etc. Puis marché à terme. Je vais peut-être poser la question à Monsieur Le Cerf, Géry, peut-être un petit point sur ces questions. Le prix spot, en fait, moi j'ai envie de poser la question comme ça. Il sert à quoi le prix spot ? Le prix spot, naturellement, quand le marché européen était conçu, il avait pour objet de donner un signal d'équilibrage aux acteurs, c'est-à-dire un signal reflétant les besoins d'équilibre du système, que ce soit en termes de production, que ce soit côté sous-tirage. Donc ce prix spot, c'est une incitation à agir. Et ça a été conçu comme ça. De fait, le prix spot est aussi un sous-jacent des produits plus à terme.
C'est pour ça que derrière, on peut envisager des projections au regard de cet indice-là. Donc, c'est un élément clé du marché. C'est un élément qui aussi véhicule cette fameuse, non pas indexation, mais corrélation avec le gaz, puisque le gaz est un intrant dans la production d'électricité. Et le système de la marginalité, c'est-à-dire la dernière centrale appelée fait le prix, qu'a conçu Marcel Boiteux, il faut bien le dire, et qu'a théorisé Marcel Boiteux, un Français, ancien président d'EDF, apporte ce fonctionnement au marché. Donc c'est un élément clé de la facture. Et d'ailleurs, on peut regarder, si on se projette sur les 15 ans passés, ce qui est intéressant de regarder, c'est la moyenne annuelle du spot. Et il y a des grands industriels, alors je dirais c'est pour les, entre guillemets, grands sportifs, il y a des grands industriels qui, effectivement, aiment l'indexation spot et s'y adonnent, et qui, si on regarde le rétroviseur, ont pu bénéficier effectivement d'une moyenne parfois inférieure à la moyenne des calendriers sur les années passées. Donc ça peut aussi être un élément d'opportunité. Ensuite, sur la structure du marché de gros aujourd'hui, c'est vrai qu'au-delà de ce sujet du spot, et d'ailleurs je signale le passage, un changement à clé, le passage à un pas 15 minutes sur les marchés. À la place d'une heure. À la place de, voilà, et qui aura lieu au mois de juin prochain. Alors, la date exacte m'échappe, mais c'est au mois de juin. Donc ça, c'est un changement majeur, même s'il va passer, les fournisseurs vont l'absorber, et ils vont l'implémenter dans leur système, et également les marchés. Donc ça va être, je pense, relativement neutre pour le consommateur, mais en termes de gestion de l'équilibrage, ce sera clé. Et puis vous me posiez la question sur au-delà des prix spot, eh bien il y a des, à l'intérieur des prix spot, il y a un changement structurel qu'on a observé l'année dernière, c'est l'émergence de prix négatifs. On a pu voir 4% de prix négatifs sur le spot l'an dernier. On a même, si on prend les heures en dessous de 2 euros, on est quasiment à 10% des heures en dessous de 2 euros. 800 heures en dessous de 2 euros. Et au-delà du spot, vous avez ce qu'on appelle les marchés d'équilibrage. On se rapproche du temps réel. C'est-à-dire on n'est plus en J-1, on est en J. Voilà, on est en intraday quelque part. Et un des éléments qui permet d'apprécier cette tension sur l'équilibrage, c'est ce qu'on appelle le mécanisme d'ajustement. Et sur ce mécanisme d'ajustement, c'est là où en fait les acteurs s'équilibrent ou sont pénalisés s'ils ne sont pas équilibrés. Et on a pu voir l'année dernière un mécanisme d'ajustement assez tendu parce que vous aviez 1200 heures avec des écarts dits négatifs, c'est-à-dire le système est court, alors même que le spot était positif. Donc, en fait, parfois, si on regarde l'indicateur spot, c'est un thermomètre assez imparfait. Il faut regarder encore au-delà. Et là, on voit une tension sur le système. Et ça, eh bien, c'est effectivement un système qui est de plus en plus bâti avec des renouvelables intermittents qu'il faut intégrer au réseau. Et qui nécessite aujourd'hui peut-être un changement de pied en termes de flexibilité des usages. Et c'est peut-être un thème qu'on développera après. J'ai trop parlé. Non, c'est parfait. Monsieur Ajar, vous vouliez réagir ? Oui, je peux peut-être compléter sur les prix à terme, ce qu'on appelle les forwards dans notre jargon. Parce que là, on a parlé du prix spot. Et quelque part, nous, côté résidentiel, ce qui importe nos clients, c'est les prix qu'ils vont payer. Côté résidentiel, on est généralement très décorrélé du prix spot. On est plutôt basé, on se base dans notre pricing sur les prix à terme, les prix forward. Et effectivement, en fait, c'est des produits, quelque part, qui sont des prix bloqués. C'est des livraisons d'électricité des producteurs vers les fournisseurs à prix fixe, négociés sur les marchés à terme, que nous, on achète en approvisionnement et qu'on utilise dans le calcul des prix des clients. Donc, nous, on se base moins sur le spot, même si dans la construction du prix, on va payer le spot à un moment, mais ça ne se reflète pas pour le client final. Nous, on est plutôt sur des marchés à terme. Donc, c'est pour ça qu'on se réfère au prix CAL dans le base et ensuite, on rajoute d'autres éléments de risque dans les prix. C'est pour ça que, par exemple, si aujourd'hui on achète un exemple du prix fixe, comment il se construit, on achète en 2025, quand je dis le consommateur achète à un fournisseur un contrat à prix fixe sur 2 ans. Le fournisseur, il va regarder les prix à terme au moment de cette transaction, de cet achat de contrat, sur 26 et 27.
Donc, si par exemple c'est 60 € sur ces 2 années-là, les prix proposés aux clients vont refléter ces 60 € du mégawattheure. Ça, c'est pour le marché prix fixe. Après, pour le TRVE, peut-être rappeler que c'est quelque chose qui est très différent de l'approche, on va dire, des fournisseurs alternatifs, parce que c'est quelque chose qui a été pensé par l'État et c'est pas très conforme, on va dire, aux pratiques d'un fournisseur. C'est qu'en fait, c'est des achats dans le passé, enfin, c'est des achats en continu, en pré-achat, ce qu'on appelle. C'est du pre-hedging, lissé sur 2 ans. C'est-à-dire que sur 2 ans, j'achète pour dans 2 ans, sans savoir combien de clients j'aurai. C'est pour ça que en fait, les prix des TRVE sont toujours en retard par rapport aux conditions de marché actuelles et ils reflètent plutôt des prix du passé. Très bien. Je voulais revenir sur la question de la corrélation avec des prix, avec les coûts des centrales de production à gaz. Est-ce que quand même on n'observe pas une petite décorrélation vu ce qui s'est passé à la fin de l'année dernière, où on a vu que le prix de l'électricité ne suivait pas forcément la courbe haussière du gaz. Est-ce que c'est une tendance, ça, en fait ? Madame Langelle ? Oui, alors effectivement, effectivement, comme l'expliquait Jerry, le coût marginal de l'électricité donc, est basé sur le prix de la dernière centrale appelée. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, alors on a toujours une corrélation, mais on va dire qu'elle est moins importante dans le sens où, normalement, si on regarde vraiment un marché où le prix du gaz est totalement marginal, vous allez prendre le gaz, une centrale à gaz, vous avez un rendement à peu près de 50%, donc vous faites le prix du gaz x2, plus le prix de la tonne de CO2, vous obtenez le prix d'électricité. Donc, en général, on trace cette fameuse courbe qui permet de donner le prix de l'électricité en fonction du gaz, et dans le passé, on constatait que ces 2 courbes étaient très proches. Aujourd'hui, elles sont, on va dire, toujours corrélées, mais décalées et vous avez donc, et on le voit parce que aujourd'hui, quand vous regardez le marché le marché TTF qui est à 34 € pour l'année prochaine et puis 28 € l'année d'après, vous avez toujours le prix du gaz qui est dans ce même sens, c'est-à-dire le prix de l'électricité qui vaut 60. Pardon, excusez-moi. Ce que je veux dire, c'est que le prix du gaz descend dans le futur, vous avez le prix de l'électricité qui a cette même tendance. Donc vous avez toujours une corrélation, mais vous avez moins de prix, excusez-moi. Oui, c'est pas facile. Hein, non, l'exercice n'est pas facile. Hein, la télé, je n'avais pas encore fait. Vous avez moins d'heures où le prix marginal du gaz s'exprime dans le prix de l'électricité. Et donc, vous avez toujours cette corrélation, mais de façon plus modérée. Ça veut dire que certaines centrales à gaz sont sorties du marché. On sort des centrales à gaz du marché parce qu'elles sont plus efficaces. Ah bah oui, elles ne fonctionnent plus. Elles ont un nombre d'heures très limité. Et vous avez pareil sur les centrales thermiques. Vous avez un nombre d'heures très limité, donc vous ne pouvez plus opérer la centrale suffisamment. Donc elles vont naturellement, à terme, avoir besoin d'un autre mécanisme de soutien, et c'est le principe des mécanismes de capacité. Je voulais revenir peut-être sur les prix spot et les prix à terme, mais pour les comparer à la période avant crise. Je sais qu'il peut faire un petit point là-dessus. Monsieur Robanovic ? Je n'ai pas compris la question. Alors les prix spot et les prix à terme par rapport à la période avant la crise. Quel niveau on est, quoi, en fait ? Alors, le prix spot, par nature, il est extrêmement volatile, donc on peut pas définir un prix spot et le comparer au prix à terme, parce qu'effectivement, on a eu une période de prix spot. Je parle du prix spot aujourd'hui par rapport au prix spot avant crise, quoi, en fait. Il est à quel niveau ? Il est plus volatile, c'est surtout ça qu'on peut dire, parce qu'en fait, on a un prix spot qui peut être voisin de zéro pendant certaines journées d'été, et un prix spot qui, cet hiver, typiquement, a atteint régulièrement 130, 140 € du mégawattheure. Il est plus volatile parce qu'évidemment, on a les renouvelables, on a donc une dépendance à l'intermittence, et notamment chez nos voisins allemands, qui est très importante. Voilà ce que je peux vous dire. Et ce que je voulais également compléter par rapport à ce que Laure disait tout à l'heure, c'est que ces décorrélations relatives entre le prix du gaz et le prix de l'électricité, on la constate moins dans d'autres pays européens. Typiquement, vous allez en Allemagne, en Italie, etc., qui sont des pays qui ont encore davantage de corrélation au Royaume-Uni. Donc la France, avec le nucléaire qui est reparti, ça nous a permis d'avoir, un peu comme l'Espagne d'ailleurs, une décorrélation plus importante. Donc
profitons-en. D'ailleurs, les prix français se calent un petit peu sur le prix espagnol. Alors les prix français aujourd'hui sont relativement proches des prix espagnols, ils sont toujours un petit peu plus élevés quand même, mais marginalement. Donc voilà, profitons-en, puisque notre cher gouvernement nous a proposé que de vivre dans le court terme à travers un mécanisme 100% marché. Donc, aujourd'hui, là tout de suite maintenant, on est dans des circonstances relativement intéressantes du point de vue de l'achat d'énergie. Je me tourne vers M. Fourdrinier. Peut-être un petit point sur ces prix pour les industriels par rapport à ce qu'il y avait avant, et puisque vous voyez devant vous, quoi, en fait. Oui, alors effectivement, pour rester sur le spot, je m'étais noté une moyenne quotidienne en 2019 autour de 40 € et en 2024, on était plutôt autour de 58 €. Donc ça indique déjà qu'en termes de niveau, il y a un écart qui est considérable. De la volatilité, effectivement, en 2019, on avait un spread quotidien qui était en moyenne autour de 27 € et en 2024, on était plutôt autour de 75 €. Donc vraiment des écarts au cours de la journée qui se sont considérablement creusés. Deuxième point qui me semble important pour un industriel en tout cas, c'est, on a parlé de corrélation avec les prix du gaz, ce qui signifie que dans un prix spot, alors là j'ai pris les prix ICIS pour 2025 avec un spot moyen autour de 84 €, on se retrouve à payer quand même autour de 25 € de coût du CO2 dans un prix spot. Ce qui est très embêtant, notamment pour des consommateurs français qui consomment essentiellement de l'électricité décarbonée, l'électricité d'origine nucléaire. Mais je pense qu'on reviendra après sur ces questions de design de marché. Troisième point, c'est la nécessité pour les industriels de sortir de cette logique de court terme, parce que c'est pas ça qui permet de construire un business plan. Quand on s'engage sur des investissements à plusieurs milliards pour décarboner un outil industriel, il faut pouvoir mettre dans un business plan un prix de l'électricité qui soit, à quel prix on croit pour les 15 prochaines années. Et en ce moment, c'est très compliqué de faire ça. On parlera justement de la question un peu plus tard une part spot et une part à terme dans les fournitures, qui est très important. Peut-être un élément complémentaire, c'est peut-être une tentative de résumé. Et comme l'a dit Franck, la nouveauté sur le prix spot, c'est qu'il y a cette volatilité, et Martin l'a indiqué également, qui est accrue. Alors le prix spot, c'est un signal. Donc c'est un signal pour faire quoi ? La volatilité, donc c'est un signal envers les gouvernements pour asseoir des régulations qui permettent d'y faire face. Premier point. Et je pense qu'on se raccordera pour dire que là-dessus, la copie n'est pas bonne. Deuxième point, c'est un signal côté production et consommation pour dire, écoutez, il y a cette volatilité, on vous demande aujourd'hui de regarder des solutions de flexibilité, que ce soit en sous-tirage et que ce soit en injection. Et là, c'est le sujet de qu'est-ce qu'on fait avec le stock des renouvelables aujourd'hui qui ne sont pas incités à s'effacer en cas de prix négatif. Il y a un travail qui est fait pour le coup aujourd'hui sous l'égide de RTE, de la CRE. Le gouvernement commence à cranter des dispositions qui permettent justement en injection, donc côté production, de donner des vrais incentives et de responsabiliser aussi ces filières-là pour qu'on puisse traiter cette question et traiter le spot comme il doit l'être, c'est-à-dire un signal. Très bien. Oui, donc je regarde le plateau, très bien. Une petite dernière question sur la facture finale, parce que finalement on parlait beaucoup de prix de l'électron ou de la molécule, mais il faut aussi parler de la facture finale. Un petit tour de table aussi peut-être sur cette évolution de la facture avec les éléments qui rentrent en compte, donc le TURP, les taxes et les différentes taxes. Et comment vous voyez les choses ? Je me retourne vers vous, M. Robenovic. Oui, alors on parle de la facture 2025 ou 2026 parce que c'est pas le. Précisez vous-même ce que vous voulez parler. Ok, très bien. Alors sur 2025, comme je l'ai dit, en électricité, on est revenu au niveau de 2022 avec un prix de 90 € de la part molécule, de la part électron, pardon. À ça, il faut ajouter pour les entreprises et collectivités qui sont obligées le coût des certificats d'économie d'énergie. Et là, il faut regretter qu'il y a quand même eu une conclusion extrêmement claire de la Cour des comptes qui disait ce dispositif est complètement, c'est une bulle en fait. On y rentre n'importe quoi et ça vient inflater les coûts pour les obligés et les consommateurs. Et le gouvernement n'a pas suivi les recommandations de la Cour des comptes. À ça, il faut rajouter la hausse du TURP, qui est plus légitime, parce que, évidemment, il y a des investissements qui sont indéniables au niveau du TURP. Je pense que là-dessus, pour le coup, la Commission d'organisation de l'énergie a fait plutôt un bon travail d'arbitrage, même si dans le détail, on a toujours quelques remarques.
Et puis, il y a les assises. Donc, nous, on est plutôt satisfait que les assises soient restées à 0,5 € du mégawattheure pour l'industrie. On espère vivement que le gouvernement maintiendra ce niveau d'assises à 0,5 pour les années à venir, parce que c'est la loi de finances qui le dit, quoi, en fait. enfin, la loi de finances le dit pour l'année 2025, pour l'année, voilà. pas pour la suite. C'est important parce que, comme le dit Géry, la copie est quand même très mauvaise sur le post-ARENH, on va y revenir. Donc, il y a peut-être moyen de rattraper une partie de cette erreur en maintenant des assises réduites pour l'ensemble de l'industrie. Pour ce qui est des autres, il faut maintenir malgré tout une incitation à l'électrification, parce que ça ne va pas se faire avec un signal d'électricité trop élevé. Donc, le minimum qu'on demande, c'est un gel à son niveau actuel de l'assise, et que ça ne soit pas la vache à lait dans laquelle on va chercher des revenus supplémentaires. Oui. Oui, juste pour compléter, donc l'assise, c'est l'ancien nom de la TICFE et encore avant de la CSPE, parce qu'effectivement ça change souvent. Chez Gaz Énergie, on fournit des grands comptes, mais aussi des PME, PMI, et sur ce segment-là, vous aviez donc une assise à 0,5 € du mégawattheure pendant la crise, mais vous avez eu tout de suite un retour à 20 € et puis ça repasse à 26 au 1er février. Donc c'est quand même assez conséquent sur des consommateurs qui ont, encore une fois, un prix qui, eux, n'est pas celui du spot ou du marché à 60 € qu'on peut voir sur du 2026. Donc on se satisfait effectivement des taux réduits qui sont maintenus pour l'instant, mais on a un autre sujet sur les PME et puis les hautes puissances. Oui, et l'axis va bouger à nouveau au 1er août, les deux axis d'ailleurs. En gaz, c'est la même chose. C'est l'imbrication des lois de finances, loi spéciale, loi de finances, qui font que on cale des mouvements qui d'habitude n'avaient pas lieu au 1er août. Parfois on y perd un peu son latin. Oui, mais je coupe, mais le gouvernement a dit que ça serait nul au niveau. Oui, alors serait nul au niveau de. Alors là, le discours du gouvernement, en fait, il porte plutôt sur le B2C, et je renverrai la balle à Ali là-dessus. En fait, il joue sur le fait que il y a un mouvement aussi sur la TVA, sur l'abonnement, qui est compensé par le mouvement des axes. Bref, bon an, mal an, ça permet de véhiculer un discours politique de stabilité. Mais cette histoire de TVA sur l'abonnement, ça ne concerne pas le haut de portefeuille. Je mettrai plutôt de côté cela. Simplement sur les axes, moi j'ai été frappé par le discours du commissaire européen à l'énergie, M. Jørgensen, qui soulignait que, parce que il y a une pression des États membres pour dire qu'est-ce qu'on fait sur les prix de l'électricité, trouvons des solutions. Et je trouve qu'il a été dans ce rôle en disant les États membres ont la faculté de mettre leurs axes de manière pérenne à 0,5 ou à 1 € pour les particuliers. Mais évidemment, si vous voulez, l'État, et en particulier l'État français, dans cette situation budgétaire, va forcément faire preuve de gourmandise et va peut-être privilégier un signal favorable à l'électrification à un signal favorable, privilégier un signal favorable à son budget plutôt qu'un signal favorable à l'électricité. Et donc, malgré tout, je veux dire, imaginez un petit peu les marges de manœuvre en termes de signal prix sur l'axis électricité, elles sont considérables en fait. Vous pouvez annuler 20 € dans le prix de la facture finale si vous le souhaitez. Donc, c'est à la main des États membres. Et le commissaire européen à l'énergie l'a rappelé. Donc, c'est important de le signaler, surtout dans le contexte post-ARENH. Sur la brique C2E, avec d'autres organisations comme l'ANODE ou l'UFE, nous avons demandé déjà d'avoir de la visibilité. Alors ça ne concerne pas les industriels, mais tout de même une partie significative de certains professionnels en tertiaire et des résidentiels. Nous avons demandé d'avoir de la visibilité sur cette 6e période et arrêter ce système consistant à se mettre des obligations, des niveaux d'objectifs en termes d'économie d'énergie qui ne sont pas qui n'ont aucun rapport avec la réalité des gisements accessibles. Parce que quand vous menez cette politique, et qui a été plutôt menée ces dernières années, quand vous menez cette politique, vous allez mettre cette obligation sur le fournisseur et donc sur le consommateur qui n'est pas atteignable et qui va, côté offre, aboutir à générer soit des certificats fantômes, soit de la fraude pour alimenter un marché fictivement. Donc il est temps, et il semblerait que ce soit le cas de la PPE, qui a été la nouvelle version de la PPE, programmation pluriannuelle de l'énergie, pardon pour les jargons, qui a été mise sur la table récemment. Il semblerait que cette
cette demande quand même très forte des acteurs d'avoir des niveaux d'obligations raisonnables ait été prise en compte. Donc on verra pour la suite. Et je me tourne vers monsieur Ager, peut-être un complément. Oui, tout à fait. Pas mal de choses ont déjà été dites. Pour nous, donc, bas de portefeuille, comme je disais avant, on va avoir on voit une baisse. Elle est relativement plus lente, bien sûr, que ce qu'on voit sur les marchés à terme, notamment sur les TRVE qui, pendant pas mal de temps, étaient surcalés par rapport au prix de fournisseurs alternatifs, parce que, comme je disais avant, ça reflète les conditions du passé. Et quand je parle du TRVE, ça ne concerne pas que le résidentiel, ça peut concerner aussi le petit B2B. Donc c'est pour ça que c'est difficile de savoir comment ça va évoluer dans le futur, pour le TRVE, même pour les offres de marché. Même si on a une visibilité sur le forward, effectivement, on a d'autres briques qui se rajoutent. Sur le TURP, même si on a la trajectoire, il y a des évolutions annuelles de TURP, normalement en août. Aujourd'hui, on a les visibilités jusqu'à août 2026. On a le C2E qui va, donc les C2E qui vont dans lequel on va rentrer dans la nouvelle période d'obligation P6, comme on l'appelle, en 2026, avec un objectif, comme disait Géry, qui n'est pour le moment pas connu, donc qui peut, si jamais il est surcalé avec des gisements insuffisants, peut impacter à la hausse encore les prix. Et il y a aussi ce qu'on a mentionné sur les taxes. En fait, on peut dire que c'est une réduction de taxes, mais en fait non, c'est un retour à la situation avant crise, avec une baisse de l'accise et qui compense l'augmentation effectivement des taxes TVA sur l'abonnement. Mais tout ça, c'est calé sur un profil TRVE qu'on appelle, et non pas quelque chose qui est généralisable. Donc des consommateurs peuvent voir une baisse de leur facture et d'autres une augmentation. Très bien, merci. Madame Langer. Oui, juste pour compléter ce qui a été dit sur les C2E, on le constate notamment sur une décorrélation entre les prix désormais des C2E dits classiques et C2E dits précarité, puisque donc, les C2E précarité, ce sont des économies d'énergie qui sont effectuées chez des ménages précaires, et donc c'est un gisement encore plus petit, on va dire, que les C2E classiques, et on constate une forte décorrélation avec des prix de C2E précarité qui sont désormais à peut-être 14-15 euros du mégawattheure sur un C2E qui en vaut peut-être 10, et donc c'est juste pour dire que le gisement, il est d'autant plus limité sur certains de ces segments. Oui, pour abonder ce que dit Laure, effectivement sur les précaires, il y a un gros problème de stock, semble-t-il, d'instruction de ces économies d'énergie, ce qui crée une offre qui est rationnée sur ces précaires et qui fait monter le prix. Et sachant que le prix dans la facture du client, c'est un mix entre le classique et le précarité. Et juste pour compléter sur la facture, je reviens juste sur le fait que l'amortisseur, qui était un système qui était en place jusqu'à 2024 pour protéger notamment ceux qui avaient acheté à des prix très élevés, et encore une fois, pendant la crise, quand on se sourçait, quand on achetait son énergie, eh bien, on se disait, si j'achète sur 2-3 ans à l'avance, je vais peut-être, je parle encore sur le segment bas de portefeuille, on avait en 2022 ou en 2023, on achetait 3 ans de façon à essayer de lisser son prix avec les prix qui étaient un peu en backwardation, en des prix plus bas sur le long terme. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a malheureusement encore des clients qui payent ces prix-là, 250 et au-delà, et qui n'ont plus d'amortisseur en 2025, alors qu'ils ont, à l'époque, souscrit cette énergie au moment de la crise. Très bien. Je vous propose de passer à une autre partie du débat qui est justement rentrée dans le vif du sujet du post-ARENH, avec on parlera de la politique commerciale d'EDF, le CAPN, pour l'instant, je ne traduis pas ce que ça veut dire, les CPN, on laisse le mystère en place. Mais pour l'instant, je voulais peut-être regarder un peu la question de la redistribution qui est mise en place par la loi de finances, et notamment ce qu'on appelle le versement nucléaire universel. Donc maintenant, on ne va plus parler d'ARENH, mais on va parler du versement nucléaire universel. Et je vais peut-être faire là aussi une petite explication de texte, comment ça marche
ce versement nucléaire universel. Donc je me tourne vers Géry, peut-être un petit... Assez rapide. Hein, parce que... Oui, rapidement, le versement nucléaire universel, en fait, c'est un plafond de prix, en fait, fixé ex ante, comme on dit, c'est-à-dire à l'avance, enfin, pardon, ex post, c'est un plafond sur la base de seuils fixés à l'avance et qui va s'appliquer à des revenus constatés a posteriori. Donc ces revenus, ce sont ceux du producteur nucléaire. Donc l'idée, c'est de taxer le producteur nucléaire si d'aventure ces revenus sont supérieurs à des seuils définis réglementairement, hein, la loi étant pour l'instant ne donnant que des fourchettes. Donc dans l'esprit, c'est si on reprend les seuils initialement poussés par l'exploitant nucléaire, qui était, on va parler en euros 2026, donc aux environs de 84 euros 2026, et aux environs de à peu près 116 euros 2026 pour le second seuil. Au-delà du premier seuil, l'idée c'est que le producteur nucléaire est taxé de 50%, et au-delà du deuxième, il est taxé à hauteur de 90% de tous ces revenus qui outrepassent ces seuils. Et l'idée c'est que ces revenus de la taxe soient redistribués ensuite aux consommateurs selon une clé de répartition qui pourrait ressembler à celle qui était en vigueur pour l'Arenh, c'est-à-dire en fonction de votre consommation durant certaines heures creuses. Voilà, ça c'est l'esprit du dispositif qui a été inscrit dans la loi de finances, avec encore une fois des modalités de redistribution qui restent à définir et des seuils qui restent également à fixer, même si on a vu l'attachement que portait en tout cas EDF dans les débats parlementaires au seuil que j'ai indiqué. Il est possible que ce soit bien ces seuils-là qui sont choisis. Ces seuils paraissent assez hauts. Plus ce qui veut dire que le VUN, là, pour 2026, il est nul. Tout à fait. On s'attend à une absence de redistribution en 2026 et très probablement en 2027. 28. Et probablement 28, sous le contrôle de France. Non, je dis 26-27 de manière assez sûre, parce que moi, je l'ai entendu de la bouche même de l'exploitant dans certaines réunions. Donc, il ne faut pas s'attendre à un effet de cette régulation post-Arenh, probablement pas avant 2028, pas avant même pas avant 2029. Pas avant la prochaine crise. Et oui, et l'effet, effectivement, en cas de crise, l'effet de cette régulation, ce sera probablement de se dire, mince, en fait, on n'a pas bien cranté le mécanisme, et il faudrait peut-être regarder d'autres solutions. Mais il sera trop tard. Donc ça, c'est la situation à laquelle on est confronté. Et ces seuils, d'ailleurs, qui ont été fixés de manière assez haute, pourquoi ils ont été fixés assez haut ? Eh bien, tout simplement, si on regarde la critique qui a été adressée vis-à-vis de l'Arenh, qui était le fait que l'Arenh ne permettait pas de garantir une sécurité du producteur nucléaire en cas de prix bas, de prix de gros bas. L'Arenh n'était pas un plancher, c'était aussi un plafond. Eh bien, curieusement, on a continué dans un système de plafond. Mais comme la demande initiale, je dirais la demande initiale du producteur nucléaire et la demande initiale des consommateurs, c'était de se protéger contre les prix élevés sur le marché de gros, et de se protéger contre les prix bas. Semble-t-il, le producteur a renoncé à une protection contre les prix bas. Et donc, pour couvrir ces périodes, pour couvrir le risque de ces périodes de prix bas, eh bien, on a mis sur la table des seuils plus élevés. C'est-à-dire, je vais me refaire en période de prix élevés, ce qui permettra de compenser les périodes de vache maigre. D'où ces seuils assez élevés. Et qui dit seuil assez élevé, dit effet de la régulation, évidemment, moins conséquente, moins forte, et on le voit, probablement nulle dans les années qui arrivent. Monsieur Vaudrinier, justement, cette clé de répartition, bon, on ne la connaît pas encore, mais qu'est-ce que ça pose comme question pour vos membres ? Très concrètement, on s'attend à un mécanisme qui ne va pas être protecteur du tout. Alors, comme je viens de le dire, il y a encore beaucoup de flou sur le mécanisme en lui-même, puisqu'il y a 3 étapes en fait, pour la mise en place. Il faut d'abord que la CRE évalue de nouveau les coûts complets du nucléaire, ensuite que la majoration appliquée au coût complet du nucléaire soit choisie, donc actuellement c'est des fourchettes effectivement dans la loi de finances, et ensuite que les modalités de redistribution soient précisées en Conseil d'État. Donc ça reste encore très flou sur les modalités. Après, le dispositif tel qu'il est affiché en loi de finances, ça laisse planer beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes, mais globalement, ça ne va pas être positif. C'est parce qu'il y a beaucoup de questions aussi, à savoir est-ce que les volumes qui seront signés sous forme de CAPEN, est-ce qu'ils seront dans l'assiette de redistribution ? CAPEN, justement, on en vient. Donc, contrat d'allocation de production nucléaire.
Donc c'est des mécanismes, c'est pas des contrats de fourniture, hein, c'est des contrats de partenariat, insiste EDF, signés avec des électro-intensifs et avec des enchères maintenant qui sont dans le périmètre a été élargi. Donc voilà, je vous laisse finir. Oui, parce que globalement, si on inclut tous ces volumes CAPEN et autres contrats à long terme dans l'assiette sur laquelle on calcule la taxation, on va avoir donc des prix de ces contrats à long terme qui seront normalement plus bas que les prix de marché, et en tout cas que les seuils de taxation, et qui vont plomber la moyenne sur laquelle sera calculée la taxation. Donc ça réduit l'efficacité du mécanisme et sa réactivité en cas de prix élevé sur les marchés. Donc c'est un mécanisme qui ne jouera pas son rôle de mon point de vue. Et peut-être, mais je laisse... Oui. Alors, je voulais juste apporter une précision parce que j'ai rencontré un client la semaine dernière. Je voulais vraiment préciser que les seuils, donc on a pris comme exemple un 84 ou 116, n'ont absolument rien à voir avec les prix auxquels les clients ont fixé leur énergie et que peu importe le niveau de prix de leur énergie, si la production d'EDF est vendue à plus de 84 €, ils bénéficieront bien de cette manne qui sera récupérée et qui sera ensuite redistribuée. Donc, parce que j'ai entendu un client qui m'a dit « Oui, moi j'ai des fixations qui sont au-dessus de 84, donc je vais peut-être devoir revendre pour être sûr de ne pas avoir pour être sûr d'avoir un VNU, enfin avoir ma redistribution si besoin. » Donc je veux vraiment préciser ça. Le coût de fourniture du client n'a strictement rien à voir. Et donc le corollaire, c'est que le sourcing sur les marchés peut se faire complètement indépendamment de la mise en place finale de ces seuils de taxation. Voilà. C'est important, ce que dit Laure est essentiel parce que c'est un mécanisme en fait dont le déclenchement va être fondé sur ce qu'a dit Martin, c'est-à-dire les revenus détourés selon une méthode comptable appropriée, les revenus tirés du nucléaire valorisés sur les marchés ou à travers des contrats à long terme. Donc finalement, ça va être ce mécanisme repose sur la stratégie de couverture du producteur nucléaire. Qu'on ne sait pas anticiper, que ce soit consommateur ou fournisseur, et qu'on ne sait pas d'ailleurs répliquer. Donc il est possible que des consommateurs en fait, aient une couverture qui soit totalement décorrélée de la couverture qui, elle, va déclencher la régulation. Et donc ce décalage pourra se ressentir, par exemple, dans des périodes de volatilité. Vous prenez un client, par exemple, qui va signer un premier semestre où les prix sont contenus aux alentours de 65-70, eh bien, l'application de la régulation, c'est qu'il n'y aura pas de régulation et il sera autour de 70. Voilà. Vous prenez un client qui signe, par contre, dans une période plus volatile avec des spikes à 150, et donc s'il signe à 150, eh bien, l'effet de la régulation, pour le coup, va jouer, mais de manière bien moindre que si on avait, comme c'est dans le cas de l'Arenh, cranté en amont de sa facture un prix du ruban à 42 €. Et là encore, on voit des décalages de 50 € quasiment, sur des simulations à 150. On voit des décalages d'environ 50 € entre l'effet du VNU, de la nouvelle régulation, et ce qu'aurait été l'Arenh, l'effet de l'Arenh. Monsieur Romanovich ? Oui, je partage tout à fait ce qui vient d'être dit. Moi, j'ai vécu 2 moments de sidération dans ma carrière récente dans l'énergie. Le premier, c'est quand Macron a fermé Fessenheim. Je m'étais dit, jamais il va le faire. Bah si, il l'a fait. Le deuxième, c'est quand... le Sénat et l'Assemblée nationale, enfin surtout le Sénat d'ailleurs, ont voté le versement universel nucléaire. Je me suis dit, ils vont quand même pas voter un truc pareil. Eh bien si, ils l'ont fait. Toutes les critiques qui ont été portées là sont évidentes. Il y avait 3 objectifs qui avaient été fixés par Emmanuel Macron en 2022. C'était garantir aux Français un prix de l'électricité proche du coût de production. Coût de production calculé par l'ACRE, 60 €. Prix de l'électricité garanti, 116 €, c'est ce que vient de dire Géry tout à l'heure. Donc on voit que la proximité, c'est un sujet tout relatif. Deuxième point, garantir aux producteurs un revenu minimum. Et ben c'est pas le cas, puisque au même titre que l'Arenh, qui a été largement critiqué pour ça, si le marché reste bas pendant 5 ans, EDF ne va pas gagner sa vie. Et puis, on pourrait dire tant mieux pour nous consommateurs, mais même pas, parce que comme l'a dit tout à l'heure Martin de manière très juste, notre besoin prioritaire, c'est la visibilité sur 10-15 ans pour pouvoir investir, choisir d'implanter nos usines en France, et on n'y est pas non plus. Et puis, donc pour moi, c'est juste un amortisseur, c'est un peu la suite du bouclier tarifaire, mais moins bien foutu, parce que pour le coup, ça sera un peu la loterie, hein, comme l'a très bien dit Géry. Un consommateur va toucher un bonus parce que finalement il s'était bien couvert et il aura
il découvrira en novembre de l'année qui précède l'année de livraison qu'il va avoir un bonus qui n'est pas budgétable. Et puis, beaucoup de consommateurs qui se seront mal couverts, finalement, auront un bonus qui n'existera peut-être pas si la crise arrive soudainement. Donc, c'est vraiment une catastrophe, mais malheureusement, on y est. Donc, maintenant, on va faire avec. On va essayer de faire en sorte que le dispositif soit le moins mauvais possible en discutant avec les pouvoirs publics. Et puis, on va attendre 2027, on va attendre la prochaine crise pour que, finalement, on remette le métier sur la table. Que de temps perdu. C'est ridicule. Et oui, on a fait quelques simulations au niveau de la FIEG. En moyenne, si on prend... si on suppose un consommateur donc industriel qui se couvre maintenant, donc avec encore un ARENH effectif, l'effet de la nouvelle régulation, c'est en moyenne plus 17%. Et selon les profils, toutes taxes comprises, acheminement compris, selon les profils, c'est-à-dire au plus vous êtes un gros industriel raccordé en HTB par exemple, vous avez une part acheminement qui va être plus réduite, vous pouvez avoir des accises en exemption ou en taux très réduit. Donc l'effet va être encore plus massif. France Chimie hier, par exemple, indiquait que pour ses membres, on était sur du plus 52% sur la facture. Alors on va être entre ces 17% et ces plus 52% sur les profils très 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 plats, c'est-à-dire qui ont une allocation d'ARENH aujourd'hui très importante. Donc cet effet qui est pour l'instant sous les radars, il va être massif sur l'industrie. Il faut bien avoir en tête. Je prends le cas d'un électro-intensif à peu près 150 gigawattheures par an, qui est en taux réduit Axis à 5 €, une part acheminement relativement faible. Bon, il avait un budget de 10 millions cette année, il sera à 12,5 millions l'an prochain sur l'électricité. Vous voyez la bascule, ça va être douloureux. Et moi, je constate effectivement que les industriels aujourd'hui sont en train de constater, et pour certains de se réveiller, et de réaliser à quel point l'ARENH était protecteur. J'entends encore hier France Chimie auditionné à l'Assemblée, qui soulignait à quel point ce mécanisme avait été protecteur et, comme ils disent, finalement pas si défavorable que ça pour EDF. Et ce sont leurs termes. Madame Langelle. Oui, juste pour compléter ce qu'on disait tout à l'heure sur ce versement nucléaire universel qui est censé effectivement protéger en cas de très forte hausse. Donc on l'a dit, 26, pas de sujet. 27, EDF l'a dit, pas de sujet, il n'y aura pas de versement. 28, on verra, mais probablement non. Et en tout cas, si on regarde dans le rétroviseur sur 2022, donc au moment du démarrage de la crise, si on faisait l'exercice du VNUS rétroactivement sur 2022, il n'y en aurait pas eu en 2022. Excellent. On est en pleine, c'est le début de la crise et ils ne nous protègent pas. Donc voilà, on est encore sur cette histoire de décalage, certes, mais son rôle principal, c'est d'agir pendant la crise. Et aujourd'hui, ça n'aurait pas été le cas. Très bien, Monsieur Ajar, peut-être une réaction Très rapidement, parce que beaucoup d'éléments ont été déjà partagés. Mais effectivement, nous, de notre côté, Anode, on a longtemps poussé pour un CFD, ce qu'on appelle Contract for Difference, c'est un complément de rémunération, pour les raisons qui ont déjà été partagées, parce que c'est protecteur à la fois pour EDF, producteur, mais aussi pour le consommateur final. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec ce poste ARENH basé sur le VNU, qui pour nous est effectivement beaucoup moins protecteur pour les consommateurs. Déjà sur le niveau de prix, comme on dit, c'est vraiment pas négligeable. Pour le bas de portefeuille, on est sur ce qu'on appelle les droits ARENH, donc c'est la part de l'ARENH dans le prix final, dans le prix d'approvisionnement électron du consommateur. Si c'est du 30% avec une augmentation avec un x2, ça fait un impact non négligeable. Déjà donc sur le prix, une augmentation qui va pas se sentir telle quelle, parce que on va être, je pense, plutôt sur un non-retour au niveau avant crise. Mais c'est surtout le manque de visibilité, comme on disait avant, c'est-à-dire que on signe un contrat, le prix n'inclut pas le nucléaire, donc c'est un prix 100% marché. Et ensuite, de manière, c'est pas aléatoire 100%, mais pour le client non transparente, il va recevoir une réduction sur sa facture avec une ligne qui indique VNU, sans savoir de combien, sans savoir quand elle va intervenir. Donc, d'un point de vue planification budgétaire pour les clients, ça va être de plus en plus difficile. Et pour nous, fournisseurs, et in fine aussi pour le consommateur, si on voit un risque d'impact sur la concurrence,
parce que, comme disait Géry, EDF est libre de choisir sa stratégie de vente du nucléaire, que ce soit sur le marché ou hors marché, avec les CAPN, les CNS, les enchères. On voit que EDF peut faire ce qu'elle veut avec l'électricité. Il est en position de monopole sur la production nucléaire. Ce qui fait que pour nous, autant l'AREN nous protégeait en nous donnant accès en tant que fournisseur alternatif à cette production sous monopole, aujourd'hui, on est complètement dépendant de la stratégie d'EDF. OK, contrôlé par l'État, mais bon, c'est un contrôle ex post. Donc, si jamais il y a, on va dire, des distorsions de concurrence, ça sera constaté après les faits. Donc, ça sera trop tard pour nous. Et tout ce qui, pour nous, enfin voilà, la vision fournisseur alternatif, c'est bien sûr tout ce qui touche à la concurrence. Quand le marché est moins concurrent, c'est toujours à la perte pour nous du consommateur final. Très bien. Et déjà, beaucoup de choses ont été dites, mais c'est pas tout. Il y en a encore à dire. Donc, là, je vais peut-être faire un petit point justement sur les CAPN. On en a un petit peu parlé là, mais peut-être revenir sur le cadre du CAPN. Qu'est-ce que c'est qu'un CAPN ? Là, je me tourne vers Uniden parce que forcément, hein, c'était fait pour les électro-intensifs au départ. Donc, peut-être cadrer un peu dire les modalités qu'on sait, parce qu'évidemment, c'est des contrats confidentiels. Donc, on peut pas avoir beaucoup plus d'infos, mais comment c'est cadré ce CAPN ? Oui, alors peut-être pour déjà faire un pas de recul, on est dans le cadre de l'accord du 14 novembre 2023 qui prévoyait d'une part... entre l'État et EDF. Entre l'État et EDF, qui prévoyait d'une part un mécanisme régulé donc, dont on vient de parler, et d'autre part un mécanisme, quelque chose laissé libre à EDF. C'est la politique commerciale d'EDF. Voilà. Et très concrètement, dans cette stratégie commerciale d'EDF, il y a les CAPN, donc les contrats d'accès à la production nucléaire, qui sont des contrats un peu particuliers. C'est des contrats dits at risk, at cost, qui permettent d'accéder à des volumes de la production nucléaire à un coût proche des coûts de production, mais en partageant les risques d'EDF, très concrètement. Et ces contrats incluent également une avance en tête. Qui est assez significative et qui permet d'entrer dans ce type de contrat. Quand on dit partage les risques, c'est-à-dire même le risque de la production ? Exactement. Ça veut dire ? Le principe, si on veut le vulgariser, c'est que l'industriel qui entre dans ce type de contrat va être comme coactionnaire d'une partie du parc de production. Donc il va pas forcément avoir les volumes qui... Mettons, si vous êtes coactionnaire d'1% du parc, vous aurez 1% de la production. D'accord. Et si cette production va à la hausse, à la baisse, c'est répercuté sur vous. Sinon, est-ce que EDF propose des signatures, pas pour 2026, mais plus tard ? Est-ce que ça, c'est possible ou pas ? Est-ce que c'est offert, ça, ces signatures à 2027, 2028 ? Ouais, écoutez... Peut-être prendre alors, parce que là, je pense qu'on parle aussi, parce qu'au-delà des CAPN, parce que les CAPN présentent effectivement... on peut parler des CNS. Oui, c'est ça. Oui, parce que ça, les CNS, c'est des contrats nucléaires simplifiés, c'est ça. Sur la base du CAPN, mais avec une avance en tête qui est plus gérée différemment. En fait, le principe, c'est ça. C'est que les contrats nucléaires simplifiés, c'était la possibilité éventuellement d'étendre le principe des CAPN à des entreprises qui n'avaient pas ou les capacités ou l'envie de mettre une avance en tête correspondant à plusieurs années de consommation. Et beaucoup de membres du CLE préfèrent garder leur capacité d'investissement pour leurs propres usines plutôt que pour aider EDF, même si on est tous altruistes et on a tous envie d'aider EDF, mais malheureusement, il y a des priorités. Donc c'est construit avec BPI France ? Absolument. Donc BPI France, dans le processus envisagé, prend à sa charge l'avance en tête. Évidemment, il y a un coût de financement qui vient un petit peu augmenter le prix par rapport au CAPN. Donc un certain nombre d'entreprises qui étaient éligibles au CAPN m'ont dit, nous, en fait, les CAPN, on ne peut pas à cause de l'avance en tête, mais les CNS, pourquoi pas ? Évidemment, tout dépend du prix, déjà. Et puis, également, tout dépend du moment où on commence, parce que ça, c'est le premier gros obstacle, l'un des gros obstacles, c'est qu'à aujourd'hui, EDF, dans ses tests sur les CNS, parce que ce n'est pas encore une commercialisation à grande échelle, indique qu'un CNS doit nécessairement être un contrat de 10 ans, mais qui commence en 2026, donc 2026-2035. Ça, je ne sais pas si c'est une blague ou si c'est juste une volonté explicite d'EDF de planter le truc. Je penserais plutôt pour le deuxième, mais bon, on ne sait jamais.
Pourquoi ? Parce que évidemment qu'en 2025, toute entreprise qui se respecte a déjà contractualisé, acheté beaucoup de ses volumes sur 2027 et au vu des marchés, souvent aussi sur 2026, et aussi souvent sur 27, voire sur 28. Donc l'intérêt d'un CNS, ce serait par exemple de pouvoir diversifier ses risques et couvrir une partie de ses volumes sur la période, disons, 2030-2039. Donc là, oui, nous, on serait ouvert, mais EDF ferme la porte là-dessus. Et puis l'autre problème, c'est que les volumes sont limités à 35 gigawattheures, qui pour une entreprise industrielle de taille intermédiaire qui consomme peut-être 200 ou 300 gigas, est beaucoup trop faible. Donc on voit bien qu'il y a des limitations, et ça fait 16 mois qu'on parle de ça. Il s'est passé 16 mois depuis l'accord. Donc, c'est évidemment une mauvaise volonté explicite d'EDF qui ne veut pas sortir le truc, parce que nous, on est intéressés sur le principe, mais les obstacles dont on parle depuis 16 mois n'ont pas bougé d'un iota. Oui, concernant les CAPN et les CNS, etc., etc. Pourquoi alors, il y a aussi la politique sur le moyen terme, dont on pourra parler. Ils ont d'autres idées, je pense. Voilà. Non, mais là-dessus, il faut bien voir que l'accord de novembre 2023, avec lequel on continue de vivre, qui a mis un volet régulation avec le VNU, on en a parlé, un volet politique commerciale. Alors, politique commerciale, je pense qu'il faut surtout parler de politique commerciale d'un producteur nucléaire. Et c'est ce qui peut permettre d'ailleurs d'expliquer un certain nombre de choses. C'est avant tout défini. Et on ferait, je veux dire, n'importe quel énergéticien d'ailleurs ferait de même, qui plus est en position dominante. L'objectif, c'est bien de sécuriser une production nucléaire au meilleur prix. Ça a été défini comme ça. Et je pense que la difficulté, c'est de faire basculer cette politique commerciale vers une orientation davantage consommateur. Et c'est là que ça achoppe. Moi, je suis un peu stupéfait. On nous avait annoncé des clauses de revoyure en avril 2024, puis reportées à l'été, puis reportées à l'automne. Et là, vraisemblablement, c'est EDF qui va faire le propre bilan de cette politique commerciale. Je me permets de souligner qu'en général, les bilans, c'est mieux s'ils sont faits par un acteur tiers, ne serait-ce que par un souci d'objectivité et de transparence. Donc j'ai l'impression qu'on décale sans arrêt le constat que tout ceci ne fonctionne pas et que, eh bien, on essaye de changer de pied. Alors, je dois dire que la FIEG a toujours demandé à pouvoir, au nom de ses membres, regarder ce qu'il y avait dans les CAPN depuis le début. Et d'autant plus que, quand vous regardez bien l'esprit de cet accord, et je parle de la conférence de presse, il nous était demandé à nous aussi de signer des contrats à long terme avec nos clients. Évidemment, nous, on a le souhait de pouvoir le faire, mais un contrat à long terme robuste pour l'industrie, ça veut dire adossé à l'outil nucléaire. Et nos membres, je cite Gazelle Energy, Alpiq, Vattenfall ou Total, qui ont aussi des clients électro-intensifs et qui veulent pouvoir continuer à travailler avec eux, d'autant plus que leurs offres sont plébiscitées. Je me réfère au rapport clé FNCCR. Je note que dans le haut du panier des fournisseurs, eh bien, ce sont que des alternatifs. Donc il y a une qualité du service des fournisseurs alternatifs qui a été mentionnée. Donc nous, on a envie aussi de pouvoir signer ces contrats à long terme avec nos clients. Donc on se réjouit du fait qu'il y ait cette ouverture. On l'avait demandé l'ouverture, depuis des mois. Peut-être rappeler les enchères. Oui, alors sous forme d'enchères. Sous forme d'enchères de CAPN qui a été annoncé la semaine dernière. Tout à fait. Alors nous, on avait posé des conditions pour cela. On n'a pas été écoutés. On voulait déjà pouvoir regarder ce qu'il y a dans le contrat, parce que jusqu'à présent, on n'avait que des informations tombées du camion, si je puis dire. Et deuxièmement, pouvoir effectivement organiser cette ouverture des fournisseurs à l'accès à ce type de contrat sous forme d'enchères, mais pas à n'importe quelles conditions, sous forme d'enchères dont les modalités d'accès auraient été encadrées par le régulateur, avec également un encadrement du prix de réserve. On n'a rien de tout cela. Et on reste sur un dispositif qui est défini à la main de l'exploitant nucléaire. Et c'est d'ailleurs une critique récurrente qu'on a pu faire sur, par exemple, le moyen terme. Vous savez, sur les enchères de moyen terme. La mise à disposition du marché de rubans nucléaires à 4-5 ans, donc c'est-à-dire de produits CAL à 4-5 ans directement tirés de l'outil nucléaire. Elle a été faite également sur la base de modalités d'accès qui n'ont pas été concertées, toujours à la main de l'opérateur. Nous, on demande simplement que l'État reprenne la main. Nous, on a le sentiment, depuis cet accord, qu'en fait, on a donné les clés à un opérateur et qu'il n'a pas envie de les rendre, en fait.
C'est un petit peu cela, on y fait face depuis le début. Donc, des conditions, des CAPN, oui, mais pas à n'importe quelles conditions. Et au service, évidemment, de nos clients industriels. Madame Langel, un petit commentaire. Alors, moi, alors, effectivement, les Gazelle Énergie est membre de la FIEG. Les informations, elles sont tombées du camion. On a du mal à en avoir et donc on en a à travers les retours de nos clients. Un aciériste à Arc, Arc ARC, qui effectivement vous dit quand il... Alors il est démarché, c'est le EDF, quand on disait tout à l'heure, on a donné les clés à l'opérateur, c'est bien EDF qui va voir les industriels pour leur dire, pour leur proposer le CAPN. Et il me répond « This is a joke » parce qu'aujourd'hui, on vous transfère les risques de la production. Donc ça, c'est l'avis de cet industriel. On vous transfère les risques de la production. Il y a deux problèmes à ça. Donnez-moi les clés de la centrale nucléaire, je suis prêt à prendre le risque. Mais quand vous n'avez aucun levier sur un risque que vous prenez, ça n'a pas de sens. Et la double peine, c'est qu'évidemment, puisque la disponibilité, vous la connaissez le mois précédent pour la semaine, pour le début du mois suivant, vous êtes forcément exposé au spot si ce taux de disponibilité est réduit. Donc au lieu de vous avez acheté 10 MW de CAPN pour le mois de février, mi-janvier, on va vous dire début février, finalement, c'est pas 10, c'est 7. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Vous devez acheter 3 sur le spot. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quand vous avez la disponibilité réduite, le marché va faire que le spot va s'envoler. Donc vous êtes directement corrélé à un prix spot qui est en votre défaveur. Donc là, c'est clairement « this is a joke » de la part des industriels. Je me tourne vers M. Ajar aussi pour cette ouverture des CAPN aux alternatifs, aux fournisseurs alternatifs. Comment vous l'anticipez? Alors pour le moment... on n'en a pas trop. Il faut qu'on étudie cette piste. Je pense que le volume qui est proposé n'est pas élevé pour les fournisseurs alternatifs. Je ne sais même pas si ça va être possible, mais en tout cas, pour nous, il faut que ça soit étudié. Ça peut être intéressant, mais tout dépend, comme on disait tout à l'heure, des conditions auxquelles ça peut être négocié avec EDF. Le problème, c'est ce dispositif de manière globale, c'est qu'en fait, on a un seul, dans des règles de marché, dans l'économie de manière générale, EDF est en position de force, de dominance, donc c'est en fait eux qui contrôlent les conditions. Quand on a un seul vendeur et face à tous les acheteurs sont en position de faiblesse, on ne peut pas trop négocier. Donc heureusement qu'on a le marché, on a quelque chose d'autre pour pouvoir... comparer. Mais effectivement, c'est quelque chose qui a étudié. Aujourd'hui, on n'a pas d'avis tranché là-dessus. Je me tourne vers M. Fourdinier aussi. L'Uniden a fait une sortie assez forte sur cette question d'ouverture des enchères qui ouvraient le périmètre des CAPN. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu pourquoi cette sortie et pourquoi c'est aussi important pour vous en fait Oui, le constat il est très clair, c'est que les négociations n'avancent pas suffisamment, faute d'une prise en compte des conditions de compétitivité de l'industrie. Les industriels adhérents de l'Uniden, pour eux, l'électricité, ça représente entre 5 et 20% du chiffre d'affaires. Donc c'est extrêmement significatif et c'est des entreprises qui sont, encore une fois, exposées à la concurrence internationale. Donc la capacité à répercuter des hausses de coûts, notamment coûts énergie, sur les prix, elle est nulle. Tandis que là, quand ils vont ouvrir, justement, ça va permettre l'ouverture, c'est pour des consommations où ils vont pouvoir remettre le prix aux consommateurs, en fait. Le problème de cet élargissement, c'est que, dans l'idée, traitons d'abord les gens qui ont des problèmes existentiels liés à leur approvisionnement en énergie, c'est-à-dire les électro-intensifs, les énergosensibles, qui, eux, ne peuvent vraiment pas répercuter. Ouvrir les CAPN à d'autres types d'acteurs qui, eux, ont davantage de marge de manœuvre pour répercuter des hausses de coûts sur leurs prix finaux, c'est un peu dommage. En tout cas, en termes d'ordre de priorité, on regrette un peu que les négociations ne soient pas allées plus loin, plus vite avec les électro-intensifs et les électrosensibles. Pour autant, les négociations sur... maintenant, il y a EDF dit lettre d'intention, dont une signée et une bientôt annoncée, visiblement. Donc, ça sera peut-être 2 signées. Pour le coup, c'est un contrat, oui. Oui, pour le coup, c'est un contrat, c'est plus une lettre, ça devient un contrat. Il n'y a plus la confusion.
Oui, du coup, les négociations sur ces lettres durent toujours, quoi, en fait. Elles sont pas interrompues. Elles ne sont pas interrompues, ça se poursuit effectivement. Il y a des travaux qui sont menés entre les clients potentiels et EDF, mais EDF n'est pas forcément très compréhensif sur les conditions qui permettraient vraiment à l'industrie d'être compétitive. Et d'autre part, ça se reflète dans les volumes qui sont en discussion actuellement. Enfin, on parle de 8 LOI, 12 TWh. La cible dans l'accord État EDF de 2023, c'était plutôt 24 TWh de CAPEN. Et 24 TWh sur la cible électro-intensif. Oui, c'est ça. Et l'Uniden considère qu'il faudrait plutôt 40 TWh pour répondre vraiment aux besoins. En intégrant les électro-sensibles. 40 plus 20 pour les électrosensibles. Oui. Mais nous, par rapport à ces CAPEN, notre position à la FIEC, c'est bien de dire que si effectivement les fournisseurs peuvent jouer un rôle dans l'intermédiation de ces contrats au service des électro-intensifs, ça peut être quelque chose d'intéressant. Parce que je rappelle qu'il y a un droit de la concurrence qui s'applique et il y a des contraintes sur les volumes que EDF pourra préempter sur ce marché. Et d'ailleurs, le partage de risque est un élément d'habillage de ces contrats. Alors d'habillage, c'est un euphémisme parce qu'il y a un effet direct dans le prix, mais c'est un élément aussi qui permet aussi d'alimenter le discours selon lequel ça permet de sortir de l'analyse concurrentielle. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'une intermédiation par des fournisseurs, ça pourrait aussi être une solution pour élargir les volumes qu'on pourrait fournir effectivement à ces industriels-là. C'est-à-dire être moins contraints. Et c'est dans ce sens-là, nous, qu'on se positionne, et pas autrement. C'est-à-dire, il ne s'agit pas, effectivement, de venir couper l'herbe sous le pied des électro-intensifs pour faire je ne sais quoi de ces volumes. C'est bien au service du client français que ces volumes doivent être vers lesquels ils doivent être orientés. Donc c'est important de préciser cela. C'est important aussi de se dire que le métier d'un énergéticien, d'un fournisseur, c'est de prendre une partie du risque. C'est notre boulot de tous les jours. Évidemment, il faut que ce risque soit proportionné. Dans le cas des CAPN, on a des sérieux doutes. On a des sérieux doutes sur cette proportionnalité, et Laure l'a très bien démontré. Et d'ailleurs, j'ajouterais même un risque supplémentaire, c'est qu'en cas d'indisponibilité, on a versé une avance en tête au départ du contrat, mais en cas d'indisponibilité, on ne revoit pas le montant de l'avance en tête qu'on a versé. Parce que l'avance en tête, elle est grosso modo, c'était en gros grosso modo une somme qui est versée pour pouvoir tirer sur une capacité. Mais si cette capacité est indisponible, on pourrait légitimement se dire, écoutez, ce que j'ai versé en amont du contrat, on pourrait peut-être aussi le revoir. C'est pas prévu. Donc, oui, les énergéticiens peuvent avoir un rôle dans l'intermédiation du risque, dans une certaine proportion, au service de leurs clients industriels. Ah oui, pardon. Laure ? Non, juste un point, c'est... on n'a pas parlé du prix, parce que... Alors moi, mes clients ne m'ont pas parlé directement du prix, donc j'attendais que Martin nous donne peut-être des indications. Mais donc effectivement, on parlait tout à l'heure donc, du problème de l'avance en tête, de la gestion de la disponibilité, mais en ce qui concerne le prix, effectivement, on parle de contrat à 15 ans, mais aujourd'hui, le marché à 2030... en termes de liquidité, il vaut ce qu'il vaut. Mais sur la France, on est à 64-65 € du mégawattheure. Donc, vous rajoutez 5 ans... Avec une faible liquidité. Oui, une faible liquidité, bien sûr. Mais vous avez quand même des signaux de prix. Le marché allemand, il est 6 fois plus liquide. Il est à 66 €. Donc, vous avez quand même des signaux qui empêchent de comprendre pourquoi un CAPN devrait être supérieur à 70. Après, je lance la bouteille. Je voulais poser une question à M. Robanovic. Pourquoi mettre des CAPN, élargir la cible des CAPN s'il y a des CNS ? Alors, le problème des CAPN et des CNS, c'est qu'effectivement, on est dans un monde concurrentiel, donc il nous semble légitime que les concurrents puissent également accéder à ces contrats. Et moi, je suis partagé sur cette histoire d'enchères. Je partage complètement ce qu'a dit Martin et ce qu'a dit Géry, c'est-à-dire que il doit y avoir des volumes réservés prioritairement aux électro-intensifs du fait de l'importance que l'énergie a pour ces catégories de consommateurs. Donc si les volumes mis aux enchères viennent au-delà des 24 TWh, nous on est plutôt favorable, sous réserve que le prix de réserve des enchères soit intéressant, parce que si EDF met un prix de réserve des enchères, comme vient de le dire Laure, qui est 10 € au-dessus du marché, c'est encore une fois un coup d'épée dans l'eau. Ça ne serait pas la première fois que EDF nous fait un coup pareil, on verra bien. Maintenant, s'il y a un prix de réserve des enchères relativement intéressant et que tu as des volumes qui viennent en complément des 24 TWh,
pourquoi pas? J'y crois pas vraiment à ce que je dis, mais j'espère que ce sera cette deuxième interprétation. On verra. Très bien. Oui, monsieur Ajar? Oui, moi je voulais juste prendre un peu de recul par rapport à ça. C'est pour dire que en fait nous côté Anode et pas mal de fournisseurs en plus en dehors de l'Anode, quelque part nous on s'oppose à tout ce qui est ces mécanismes hors marché. Entre le CAPN, CNS, les enchères moyen terme, c'est des tentatives de contourner le marché. On s'est mis d'accord sur un marché. Il doit être plus liquide. Tous ces produits qui sont créés en parallèle, hors marché, vont enlever de la liquidité sur le marché. Donc nous, on a toujours été pour le développement de la liquidité sur le marché. Pourquoi? Parce que c'est un outil qu'utilisent les fournisseurs pour leur approvisionnement. Il peut être utilisé pour augmenter, on va dire, en termes de livraison, les termes de livraison. Donc, comme on disait tout à l'heure, l'Allemagne, ils ont de la liquidité sur plus long terme. Donc, c'est pour ça que nous, sur la partie CAPN, sur les industriels, je ne me prononce pas trop côté Anode, mais tout ce qui est création de mécanismes hors marché, c'est pas positif quelque part pour les secteurs. Ensuite, en tout cas pour les livraisons pour les clients sur le moyen terme, de notre côté, il y a la question du prix. C'est-à-dire que on nous demande souvent côté gouvernement pourquoi on ne voit pas développer côté pas de portefeuille plus de contrats à long terme ou moyen terme sur au-delà de 3 ans. En fait, il y a à la fois la question de la liquidité sur le marché. Ils nous disent oui, mais il y a les enchères. Mais en fait, les enchères, comme je disais, nous, on n'est pas du tout favorable aux enchères EDF pour livraison 3-4 ans parce que c'est pas un produit marché. C'est pas, ça ne permet pas en fait la couverture. C'est une pré-couverture. Donc, en termes de prix, il y a beaucoup de risques pour nous. Et en plus, c'est pas la même transparence que le marché. Et de l'autre côté, en fait, les clients eux-mêmes sont pas encore, on va dire, convaincus de la valeur ajoutée, parce qu'en vrai, il y a un risque aussi, c'est si je bloque aujourd'hui un prix que j'estime bas aujourd'hui, à, disons, 70, 80, un exemple, hein, sur 5 ans, et ensuite le marché, il s'effondre. Les clients vont venir nous voir en me disant, je veux renégocier mon contrat. Et moi, en tant que fournisseur, j'aurais bloqué mon énergie sur le long terme, et si jamais je sors de mon contrat, je fais des pertes. Le client, il va légitimement me dire oui, mais moi, dans ce cas-là, j'ai un manque à gagner. Donc, c'est toujours délicat. Cette vision, c'est un choix, en fait. Cette vision long terme, c'est un choix plutôt producteur, pas forcément consommateur tout le temps. Plus on est vers des plus petits consommateurs, la vision long terme, elle n'a pas de sens. Très bien. Et c'est pas forcément dans leur faveur. Ok. Merci. Donc, je voulais. Bon, on avance, on avance, mais on avance doucement. Hein. Donc, il y a encore pas mal de points à voir. Et on n'a plus qu'un quart d'heure. Donc, on va peut-être aller un petit peu plus vite, mais je voulais quand même faire une partie sur les stratégies d'achat des consommateurs, parce que ça paraît important maintenant qu'ils sont face à ce post-arène. Comment ils réagissent, ces consommateurs? Donc, là, c'est peut-être aussi à vous, fournisseurs alternatifs, de voir. Comment ça réagit chez vos clients. Et notamment, bon, la première question, c'est est-ce que l'achat à long terme, enfin à long terme, à moyen terme plutôt, à 4-5 ans, est-ce que ça devient une réalité sur le marché? Est-ce que les gens il y a de l'appétence pour ça? Est-ce qu'ils n'étaient pas habitués à ça, puisqu'ils avaient la reine donc, tous les ans, donc c'était un peu facile, etc. Maintenant, il y a une autre stratégie à mettre en place. Est-ce que vous voyez ça, en fait, dans votre activité? Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu cette idée lors de l'accord de novembre 2023 de dire il faut maintenant transformer les pratiques commerciales, acheter à plus long terme, donc à moyen terme, donc au-delà des 3 ans du marché, et encore à plus long terme pour les industriels qui ont le souhait d'avoir un prix sécurisé et donc une visibilité sur un prix sécurisé et un prix attractif. Donc, sur l'idée même qu'il faut allonger les maturités des offres, il y a plusieurs choses à dire. C'est que ça a été asséné comme ça, sans concertation préalable, et encore une fois, je pense, dans une vision producteur. Oui, effectivement, un producteur, il a intérêt à sécuriser au meilleur prix et à plus long terme son énergie. Est-ce que c'est dans l'intérêt du consommateur ? On peut en douter. On peut en douter quand moi je regarde justement ces fameuses enchères ruban organisées par
par la DOAT d'EDF, eh bien, semble-t-il, il y a des clients qui ont signé à 90 € du mégawattheure pour 2028, 85 € du mégawattheure sur 2029. Ça, c'était au début des enchères, à l'automne dernier, 2023, pardon. Est-ce que c'est un bon prix ? Clairement, non. Aujourd'hui, on est sous les 65 sur ces échéances. Donc, je pense qu'il faut faire preuve d'une extrême prudence sur cette idée qu'on nous a assénée soudainement. Il faut toujours regarder ce qui se fait ailleurs, parce que ça peut être instructif. Cette pratique commerciale d'acheter à 4-5 ans, dans les filiales des groupes membres de la FIEC, ce n'est pas quelque chose qu'on constate forcément à l'étranger. Et en plus, il faut le dire, il n'y a pas une demande massive, et je me retournerai vers Franck qui peut le dire. Il n'y a pas une demande massive parce que changer une pratique commerciale du jour au lendemain, c'est compliqué, et aussi parce qu'il y a une problématique de visibilité sur le carnet de commandes. Vous prenez l'automobile aujourd'hui, compliqué à 4-5 ans, très compliqué, et on le déplore. Donc, sur cette idée d'allongement des maturités, voilà, il y a clairement une prudence à avoir pour ne pas nourrir des regrets, ne pas se loquer sur un prix qui, au final, ne sera pas un bon prix. Madame Langenne, peut-être un commentaire? Oui, alors, au-delà effectivement d'acheter très long terme. Déjà, moi, la première chose, c'est de réveiller tout le monde et les consommateurs sur le fait qu'il faut déjà commencer à se reprojeter, comme on l'a encore à peu près jamais fait, sur des sourcings 100% de son énergie, 1 an, 2 ans, 3 ans. On ne peut plus juste vivre au jour le jour comme on le faisait du temps de la reine, où on avait uniquement 30% de son énergie à acheter dans l'année qui précédait. Donc, j'entends bien effectivement que certains ont besoin d'approvisionnement très long terme. Là, moi, mon premier sujet est 2026, je vais vous dire, les contrats 2026 ont mis beaucoup de temps à se signer chez les fournisseurs pour une simple raison. Qu'est-ce que ça va être mon poste ARENH ? Si jamais je signe un contrat, quelque chose avec EDF, est-ce que je vais pouvoir l'intégrer dans la fourniture ? Donc, tous ces éléments-là ont fait que 2026 a été souscrit assez tardivement, et notamment les clics associés, les fixations associées ont été également très tardives. Donc ça, c'est un peu le réveil de dire il faut s'occuper de ce sourcing de 26, 27, 28, et surtout maintenant, où on a un marché quand même, il est quand même revenu quasiment avant crise. Je ne parle pas avec l'effet ARENH, je parle juste du marché. Le 2025, le CAL 25, quand il a commencé à coter, il était à 55-59 €. Là, on a eu du 2027 à 59 €. Donc, nous, là, il y a vous le voyez sur les volumes qui s'échangent, ils sont faramineux. Et concernant effectivement les stratégies d'approvisionnement, alors là, je suis 100% d'accord. Vous avez plusieurs types de clients. Oui, effectivement, vous avez le grand sportif, comme on disait tout à l'heure. Je sais pas, la raffinerie, elle vend ses produits finis au spot, donc elle a un appro-spot et elle a loqué sa marge. Il faut loquer sa marge, c'est ça le but. Quand vous avez l'automobile, vous n'allez pas souscrire de l'énergie à 5 ans si derrière, vos ventes, elles se font à l'année. Moi, j'en ai un, franchement, qui m'a fait ça. J'ai vraiment de la peine. Il a souscrit dans le très long terme, sauf que son produit fini, il est sur des marchés à 1 an, et aujourd'hui, il ne vend rien. Et donc, il est revenu tenter de renégocier des fixations déjà faites parce que, donc ça, c'est vraiment important, c'est la stratégie de risque. Et là, il faut vraiment se poser la question de est-ce que mon coût de l'énergie a une part importante ? On est un magasin, vous pouvez acheter 3-4 ans, c'est pas ça qui va faire le prix de ce que vous vendez, il n'y a pas de problème. Mais donc, voilà, ce que je veux juste dire, c'est que si on souscrit long terme, il faut vraiment se poser la question, est-ce que mes forecasts de vente de mes produits finis sont également souscrits long terme. Chez les consommateurs, alors... Non, je crois que tout a été dit. Je partage absolument ce que Ali, Laure et puis Géry viennent de dire. C'est que nos politiques nous ont vendu les contrats à 5 ans comme l'alpha et l'oméga et la solution qui allait suivre la reine. En réalité, on n'est pas contre sur le principe. Maintenant, ça va considérer une petite minorité de consommateurs qui ont la possibilité de se loquer à 5 ans. Et Laure vient d'expliquer que c'est quand même assez rare. Et même pour ces gens-là, ce sera une petite partie de leur volume, parce que de toute façon, tout le monde diversifie ses risques. Et je rajouterai un point supplémentaire, c'est que pour pouvoir le faire, quand une entreprise s'engage sur 5 ans, ses procédures internes l'obligent à faire un appel d'offres. Or, aujourd'hui, on a qui ? On a EDF, qui nous propose de loquer un prix à 5 ans, mais quand vous regardez le détail du contrat EDF,
vous demandez une cotation, quand vous avez signé le contrat, disons pour 2029, vous demandez une cotation, EDF vous annonce le prix, mais vous ne pouvez pas le refuser. D'accord ? Donc en fait, c'est un truc un peu particulier, où vous achetez à l'aveugle. Enfin, on est dans un monde ubuesque, mais vraiment au sens propre. Et donc, moi, je ne suis pas contre si le marché à 5 ans était vraiment liquide. Comme l'a dit Géry tout à l'heure, il faudrait que, jusqu'à 4+5, EDF ait obligation de vendre des volumes sur les marchés et qu'on ait une vraie concurrence. Mais même dans ce cas-là, ça représenterait une petite part, à ne pas négliger, mais une petite part des besoins des entreprises. Oui, Franck indique le problème de liquidité, c'est-à-dire le souhait de tous les acteurs qu'on cesse ces enchères à 4-5 ans et qu'on les bascule sur le marché, sur X. C'est une demande, je pense, qui est très consensuelle, mais qui se heurte pour l'instant à un mur. Et au niveau de la FIEG, on a aussi demandé à ce que, comme l'ont demandé la CRE et l'autorité de la concurrence, la CRE ait la compétence je dirais, de monitorer la manière dont la liquidité à 4-5 ans est mise en œuvre avec un dispositif qu'on appelle dans le jargon un teneur de marché, c'est-à-dire que la CRE sera en mesure de piloter le spread entre le bid et l'ask, c'est des termes très marchés, mais c'est-à-dire faire en sorte que à l'achat et à la vente, eh bien, on ait un écart de prix qui soit le plus réduit possible, et c'est ça qui est ensuite déclencheur de liquidité. Et aujourd'hui, ce dispositif, pour que les auditeurs comprennent, ce dispositif n'a pas été inscrit dans la loi. Alors qu'il avait été identifié dès cet accord de novembre demandé par la CRE, etc. Il n'est pas inscrit dans la loi, et aujourd'hui, la CRE n'est pas en mesure de mettre en œuvre ce mécanisme d'apport de liquidité sous le contrôle d'un régulateur. Je voulais faire aussi une petite partie, peut-être des approvisionnements justement des consommateurs, entre une partie spot et une partie à terme. Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a des gens qui s'achètent que à terme ? Est-ce qu'il y a des gens qui achètent que spot ? Comment ça se passe, Madame Langer ? Oui, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure. Vous avez vraiment l'approvisionnement spot. Alors, il peut faire rêver l'approvisionnement spot avec les 58 € de la moyenne 2024. Mais bon, 2023, vous étiez à 97 et puis 2022 à 276. Donc, et on voit aussi un mois de janvier qui a été très chahuté. Donc, ça peut faire rêver. Maintenant que le prix du calendaire est passé dans ces eaux-là de 60 €, il faut arrêter d'aller chercher une optimisation permanente. Donc, encore une fois, le sujet, c'est on n'est pas sur les deux extrêmes. On peut entendre dire on fixe 100% de mon prix ou je prends 100% au spot. L'idée, c'est d'avoir des offres un peu malines qui vont faire un mix des deux et sur lesquelles vous allez venir peut-être couvrir. Moi, alors par exemple, un producteur d'azote qui d'habitude se couvre énormément sur l'Allemagne et puis aujourd'hui, il dit je vais plutôt surcouvrir la France et puis vous achetez des quarters qui sont quasiment à 40 €, à 38 €. Donc aujourd'hui, alors aussi une autre façon de faire qui a été faite pendant la crise, c'est le fait de donner des mandats parce qu'on a ce problème de liquidité. L'AREN vient effectivement l'arrêt de l'AREN vient rajouter 100 TWh sur les 450 du marché. Ça reste toujours. On a eu plus de volume, on a eu 600. Alors, si je donne février, en Allemagne, il y a eu 640 TWh échangés et en France, c'était 135. Donc, on est toujours sur le ratio 6 fois moins, mais il y en a plus qu'avant. Néanmoins, le fait de passer par des mandats, ça vous permet, quand vous allez chercher des trimestres particuliers, par exemple, vous transportez des rames de métro, vous faites des rames de métro, vous avez besoin de peak load, eh bien vous venez acheter sur des quarters avec des mandats. C'est une autre façon de contourner le sujet de la liquidité. Quelqu'un veut réagir sur ces... Monsieur... Non, je partage tout à fait ce qu'elle dit. Alors, simplement un chiffre issu de notre enquête toute récente. En moyenne, dans le privé, en tout cas les membres du CLE, s'approvisionnent à 7% au spot, 93% sur les marchés à terme. Dans le public, 0,5% au spot, 99,5% sur les marchés à terme. Voilà. Donc c'est bien, ça reste pas l'élément critique. Oui. Une question sur, si on est dans les stratégies clients, une question sur les PPA, peut-être les contrats d'achat, directs, quoi, en fait. Est-ce qu'on voit des choses là ? Pour moi, le PPA, c'est principalement une opération de communication qui est accessible au secteur tertiaire, au secteur public, parce que ça fait bien dans son rapport développement durable de participer au développement des renouvelables. Et c'est vrai que ça participe au développement des renouvelables. De ce point de vue-là, c'est incontestable, puisque on finance des nouveaux parcs. Maintenant, d'un point de vue de la compétitivité, ça n'a pas de valeur ajoutée, puisque vous venez loquer un prix qui, en général, est plus ou moins compétitif, mais
qui correspond à une production, je pense particulièrement au solaire, aux heures où précisément le prix du spot est amené à être de plus en plus bas dans les prochaines années avec le développement des renouvelables dans toute l'Europe. Et par contre, vous êtes totalement tributaire des prix du marché, aux heures précisément où il n'y aura pas de production. Donc pour moi, ça a été très fortement mis en avant par l'Europe, etc. Toujours pareil, dans son déni du problème principal qui est de continuer à corréler le prix de l'électricité au prix du gaz. Donc comme elle est dans le déni, elle cherche des solutions, elle tire sur tout ce qui existe. Donc tous les PPA, on n'est pas contre. Les entreprises qui peuvent se permettre de s'offrir cette opération de communication, qu'elles le fassent, et tant mieux pour le développement des renouvelables. Mais qu'on ne vienne pas nous dire que c'est une solution pour la compétitivité de l'industrie. C'est une blague. Ouais. Ce qu'on peut dire, c'est que les PPA ils s'inscrivent dans une approche RSE, décarbonation, et il faut les prendre dans ce sens-là. Et il faut aussi se dire qu'un PPA bien intégré dans l'offre de fourniture, c'est mieux si ça passe par l'agrégateur fournisseur, qui est lui capable justement d'intégrer cela, de baseloadiser ces approvisionnements-là. Et donc, de ce point de vue-là, il faut regarder, effectivement, c'est une brique, mais ce n'est pas la brique, mais c'est une brique à ne pas négliger. Après, c'est une brique qui est quand même marquée par limitée par l'inertie qui existe aujourd'hui sur ces volumes qui sont pour beaucoup encore en mécanisme de soutien. Donc il y a évidemment cette barrière-là qui fait que, il n'y en aura pas forcément pour tout le monde. Mais aujourd'hui, on observe quand même un mouvement assez important des entreprises vers ces PPA qui s'inscrivent dans une approche élargie, je dirais, de la fourniture d'énergie. C'est vraiment dans cette approche-là qu'il faut se situer. Très bien. Il nous reste 5 minutes, alors je vais vous poser un petit exercice à chacun pour les dernières minutes. Vous êtes 5, il reste 5 minutes, ça tombe bien. C'est parfait. Je vais vous demander quelles sont vos attentes. On a fait un peu le constat du marché, quoi, en fait. Donc, quelles sont vos attentes maintenant, vous, à la fois, je ne sais pas, sans doute en direction du gouvernement, sans doute, mais peut-être plus largement, quelles sont vos attentes? Je commencerai peut-être par monsieur Ajad. Oui. Alors, vu que j'ai 1 minute, je vais me limiter au post-arène dans nos attentes. En fait, le PLF il a défini le contour de ce nouveau mécanisme, mais comme on disait, on n'a pas les seuils, on n'a pas les modalités de répercussion. Donc, il y a un certain nombre de choses qui vont être définies par voie réglementaire. Et c'est là, en fait, où nous, on va porter une attention particulièrement déjà au niveau de prix qui va être fixé, qui ne soit pas fixé aux 80 €. Pour nous, il n'y a pas de justification pour que ça soit aussi élevé. On demande aussi de la visibilité en amont sur... on est encore aujourd'hui, on ne sait pas si le VNU va être déclenché en 26, 27, enfin voilà... Une visibilité pour nous et aussi pour le consommateur final. Ça nous évite aussi, nous, des questions à laquelle on ne peut pas apporter de réponse. Parce que nous, au final, on rappelle, on est fournisseurs, on répond aux questions, enfin, on est l'interlocuteur privilégié du consommateur. Et aussi, dans ce sens-là, nous, on demande au gouvernement de développer des modalités d'application qui sont simples pour nous. Parce que tout ce qui est simple pour nous en application, c'est aussi simple pour le client en compréhension. Un client... satisfait, voilà. Nous, en fait, on veut éviter aussi des incompréhensions clients qu'on a pu voir au moment des boucliers tarifaires, des amortisseurs électricité et des différents mécanismes d'aide qui ont été mis en place, de manière inachevée. Et donc, il y a eu des modifications et même des modalités très compliquées ou pas compréhensibles qui ont amené beaucoup de questions côté client. Et dernier point pour nous, on demande, dans la continuité de ce qui a été débattu tout à l'heure, c'est un moyen de contrôle justement des pratiques commerciales d'EDF, que ce soit à la partie vente du nucléaire, limiter, comme je disais, tout ce qui contourne le marché, et aussi côté offre, parce que en fait aujourd'hui, le marché, enfin EDF qui contrôle toute sa production de nucléaire peut proposer des prix. Si jamais ils sont inférieurs au marché, ce serait une pratique commerciale déloyale.
Je poursuis avec Géry. Oui, nous, notre attente, c'est vis-à-vis de l'État, c'est qu'il reprenne les clés de la régulation et qu'on lui rende les clés pour qu'il permette de définir un environnement post-ARENH qui soit réellement favorable aux consommateurs, qui puisse permettre aux producteurs nucléaires de couvrir ses coûts complets et qu'on puisse sortir de la tête haute de la séquence actuelle, puisque, on le voit bien, la copie qui est sur la table, elle est satisfaisante pour personne. Elle ne permet pas de répondre aux objectifs qu'on s'était fixés. Elle ne permet même pas de pallier ce qui était identifié comme les défauts de l'ARENH. Si d'aventure il y en avait quelques-uns. Mais ils ne permettent pas, en tout cas, d'assurer une continuité, d'assurer la continuité avec les 15 dernières années où la France avait fait le choix de choisir le meilleur de deux mondes, c'est-à-dire à la fois le marché et la compétitivité nucléaire transmise aux clients. C'est ça, finalement, l'ARENH. Et donc, qu'on puisse donc récupérer les clés de la régulation pour remettre sur la table les options qui ont été écartées. Alors, je vais quand même citer la prolongation de l'ARENH, même si évidemment ça devient un peu science-fictionnel. Mais néanmoins, avec la loi de finances, oui. Oui, c'est dans la loi, effectivement. Ce qu'une loi de finances a fait, une autre loi de finances peut le défaire, je le rappelle. Même une loi de finances rectificative, possiblement. Mais en tout cas, d'autres scénarios, c'est-à-dire que des scénarios qui permettent de se rapprocher des coûts comptables complets et de garantir que ceux-ci soient bien injectés dans les factures. Et finalement, on l'a dit, 26, 27, 28, probablement la régulation n'aura pas d'effet. Ça peut nous donner le temps de cranter dans la loi d'autres alternatives qu'on puisse activer le moment voulu. Je pense par exemple au contrat pour différence. Et puis globalement, encore une fois, je dis, quand je parle de reprendre les clés de la régulation, c'est par exemple encadrer les enchères à moyen terme et les mettre sur le marché. C'est que l'État reprenne d'une certaine manière la main sur un certain nombre de sujets et les remettre sur la table. Madame Langer. Oui, alors donc moi je ne vais pas faire de liste au Père Noël à l'État ou à EDF parce que je laisserai les associations le faire à notre place. Non, moi mon message il est plutôt pour les consommateurs. Mon souhait effectivement c'est qu'on réalise quand même qu'on a un marché en Allemagne qui est à 82, en France on est à 64. Donc on a plus l'ARENH certes, mais on a quand même un marché, et je reprendrai l'introduction de Géry, qui est quand même assez favorable. Et donc moi mon message il est plutôt de se concentrer, on ne parle pas des gros électro-intensifs, je parle des industriels qui achètent d'une manière générale à 2-3 ans, de se concentrer sur ce marché à 2-3 ans, et je pense vraiment qu'il y a des opportunités. Et pour ceux qui n'ont pas le contrat de fourniture associé, il y a quand même une possibilité d'acheter en souscrivant uniquement des blocs, parce qu'on ne sait pas si je prendrais une fourniture à prix fixe, est-ce que mon périmètre ça va être 100 ou 50 sites. On peut avoir plein d'incertitudes sur 2-3 ans, mais il faut déjà couvrir une petite partie sur le marché, ça c'est mon message principal. Alors, je me tourne vers les consommateurs maintenant. Non, mais moi je vais faire la synthèse de ce que Géry et Laure viennent de dire. Moi je bois les paroles de Géry, on est depuis je ne sais pas combien d'années... on assène le besoin de visibilité. Visiblement, le gouvernement nous a absolument pas entendu. Notamment dans les débats des nerfs presse. Voilà, et ne va pas nous entendre. Donc, je n'ai pas d'attente vis-à-vis de ce gouvernement. Je sais qu'ils feront rien, c'est acté, ils feront rien, donc on va faire avec. Et là, je rejoins ce que dit Laure. Dans ce contexte où on nous impose du court-termisme, profitons effectivement d'un marché qui est plutôt attractif sur le credo 26-28. Donc, prenons des positions, 20, 40, 60, 80%, ça dépend des besoins des entreprises. Gérons le court terme, puisque de toute façon, on ne peut pas faire autre chose. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de parler du marché de capacité, parce que là aussi, on aurait pu dire des choses sur le fait qu'on soit les seuls à avoir un marché market-wide où on va payer plein pot la capacité du nucléaire, alors que quand ça avait été conçu avec l'ARENH, enfin bref, ce serait trop long, mais j'arrête là. Merci, parce que là, c'est un grand chantier aussi. On devait en parler, mais on n'a pas de place, je pense. Alors, je me tourne pour conclure vers les électro-intensifs, qui sont quand même dans une situation, on l'a dit au début, qui sont un peu économiquement tendues, en fait. Donc, quelles sont vos attentes 3 points. Le premier, nous on a largement évoqué sur le post-ARENH, effectivement, il faut un accès durable à l'électricité bas carbone, compétitive et disponible en quantité suffisante pour l'industrie électro-intensive. À plus long terme, c'est essentiel d'avoir des réformes de marché qui vont permettre de décorréler le prix du gaz du prix de l'électricité.
Et troisième point, un truc qui est absolument crucial, on a beaucoup parlé du prix de l'électron, on a peu parlé finalement du prix livret site et de tout ce qui est mis en place en France, qui s'appelle la boîte à outils, c'est-à-dire les taux réduits d'accise, l'abattement TURP, la compensation carbone indirecte, qui sont des choses absolument indispensables pour les industriels aujourd'hui, sur lesquelles on a peu de visibilité, c'est des choses qui sont sur le budget de l'État, qui peuvent sauter d'une loi de finances à l'autre, et ça c'est un point absolument crucial pour nous. Écoutez, je pense que voilà, la conclusion est faite avec ce petit tour de table ronde. On est à 10h34, donc on n'est pas trop mal. Il me reste à vous remercier, vous 5, autour de la table, et puis vous devant vos écrans. J'espère que ça vous a intéressé et que vous auriez des commentaires à faire au sujet de ce webinaire sur les prix de l'électricité. Donc je vous souhaite une très bonne journée à tous et merci à tous.